En grandissant à Lyon, j'ai toujours trouvé du réconfort dans les livres. Dès mon plus jeune âge, les après-midi pluvieux étaient synonymes de voyage entre les pages jaunies des romans que je dévorais avec passion. Ma mère, professeure de littérature au lycée Ampère, encourageait cette soif de connaissance. Elle me ramenait souvent des livres de la bibliothèque municipale de la Pardieu, ignorant que derrière chaque page tournée, je préparais quelque chose de bien plus grand. Je n'absorbais pas simplement des histoires, j'étudiais des stratégies, des marchés, le comportement humain et les tendances technologiques. La bibliothèque était devenue ma véritable salle de classe, et chaque livre représentait une pierre à l'édifice de mon avenir secret. Pendant que mes camarades discutaient des derniers potins au café des terreaux, je parcourais les pages des biographies d'entrepreneurs qui avaient changé le monde. Au lycée, tandis que d'autres faisaient la fête sur les berges du Rhône ou poursuivaient des passions éphémères, je passais des nuits blanches à apprendre à coder. Mon ordinateur portable, offert pour mes 16 ans, était devenu mon complice. Dans ma petite chambre sous les toits de notre appartement dans le Vieux-Lyon, j'investissais dans les crypto-monnaies, j'étudiais la bourse et je lançais discrètement ma première entreprise en ligne. Personne n'y prêtait attention, après tout, j'étais juste la petite lectrice silencieuse de la famille, n'est-ce pas? Mes parents exposaient fièrement mes bulletins scolaires sur le frigo de notre cuisine, sans jamais réaliser que ma réussite académique n'était qu'une infime partie de mes projets. Notre petite Sophie va sûrement devenir professeure comme sa mère, disait mon père, boulanger respecté dans notre quartier, en ébouriffant affectueusement mes cheveux. Je souriais poliment, sachant que mes ambitions dépassaient largement les murs d'une salle de classe. Ma sœur aînée, Léa, brillait dans tout ce qu'elle entreprenait. Belle, éloquente et ambitieuse, elle avait étudié à HEC Paris et travaillait maintenant pour une grande entreprise à la Défense. Elle représentait tout ce que mes parents valorisaient, succès visible, reconnaissance sociale, parcours traditionnel. À chaque dîner familial, elle racontait ses exploits professionnels, ses voyages d'affaires à New York ou à Shanghai, les promotions qu'elle obtenait régulièrement. Mon père levait son verre de Côte-du-Rhône en son honneur, tandis que je restais dans l'ombre, satisfaite de mon invisibilité stratégique. À 18 ans, j'ai quitté Lyon pour étudier à Paris, officiellement inscrite en informatique à la Sorbonne. Mes parents étaient ravis, leur fille cadette suivait enfin un chemin respectable. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les amphithéâtres bondés de l'université n'étaient qu'une couverture pour mes véritables activités. Dans mon petit studio du 11e arrondissement, entre deux cours, je bâtissais méthodiquement mon empire. Ma première start-up, Numérisanté, proposait une plateforme permettant aux patients de gérer leurs rendez-vous médicaux en ligne, une idée simple mais efficace que j'avais lancée sous le pseudonyme d'Émilie Dumas. J'avais embauché des développeurs freelance via Internet, et personne ne savait que derrière cette entrepreneuse expérimentée de 35 ans se cachait une étudiante de première année. 6 mois plus tard, 3 hôpitaux parisiens utilisaient mon système, et les investissements commençaient à affluer. Ma deuxième création, Ecofinance, était une application d'éducation financière ciblant les jeunes adultes. Sous l'identité fictive de Christine Lefebvre, une supposée ancienne banquière d'investissement, j'organisais des webinaires auxquels assistaient des centaines de personnes. Personne ne se doutait que la voix légèrement modifiée qu'ils entendaient appartenait à une jeune femme de 19 ans qui avait appris la finance en autodidacte. Ma troisième entreprise fut la plus ambitieuse. L'Intellimarché utilisait l'intelligence artificielle pour aider les petits commerces à optimiser leur stock et leurs prix. J'avais collaboré avec un professeur d'informatique qui croyait fermement travailler pour une entreprise établie dirigée par un certain Mathieu Blanc, encore un de mes alter ego. L'application connut un succès immédiat auprès des boulangeries, fromageries et autres commerces traditionnels français qui cherchaient à se moderniser sans perdre leur âme. Mon empire grandissait dans l'ombre, alimenté par la passion, la discipline et un désir intense de prouver que le pouvoir n'avait pas besoin de crier pour exister. Chaque soir, après avoir jonglé entre mes cours, mes entreprises et mes investissements, je m'endormais épuisée mais profondément satisfaite. Dans mon journal intime, le seul endroit où je pouvais être totalement honnête, j'écrivais mes rêves, mes peurs et mes victoires. Pendant les vacances, je rentrais à Lyon, reprenant mon rôle de fille discrète. Je parlais vaguement de mes études, écoutais poliment les nouvelles prouesses de ma sœur, et passais des heures à la pâtisserie de mon père, faisant semblant que rien n'avait changé. Pourtant, chaque jour, je recevais des notifications sur mon téléphone m'informant de nouveaux contrats, de nouveaux utilisateurs, de nouveaux profits.
Mon secret devenait de plus en plus lourd à porter, mais aussi de plus en plus exaltant. À 20 ans, après 2 années de croissance exponentielle, j'ai pris une décision audacieuse. J'ai fusionné mes 3 entreprises sous une holding appelée Novatech Solutions. Sur le papier, cette fusion était dirigée par mes 3 alter ego, mais en réalité, c'était moi qui orchestrais tout depuis mon ordinateur portable. Cette restructuration a attiré l'attention des médias spécialisés. Le mystérieux consortium qui révolutionne la tech française titrait un article sur un blog influent. Ma vie était devenue un équilibre précaire entre 2 mondes. Le jour, j'étais Sophie Moreau, étudiante ordinaire qui fréquentait les cafés du quartier latin et préparait ses examens. La nuit, j'étais la fondatrice anonyme d'un empire technologique évalué à plusieurs millions d'euros. Cette dualité me plaisait. J'appréciais l'ironie de la situation, sachant que même les personnes que je côtoyais quotidiennement ne soupçonnaient rien de ma véritable identité. Alors que j'approchais de la fin de mes études, mon empire valait désormais plus de 85 millions d'euros. J'avais des bureaux à Paris, Lyon et Bordeaux, tous gérés par des directeurs qui ne m'avaient jamais rencontré en personne. Mes communications passaient par des systèmes sécurisés, et mes véritables coordonnées bancaires étaient protégées par plusieurs couches de sociétés écran légales. Le monde des affaires parlait de ce groupe mystérieux qui transformait progressivement le paysage numérique français, sans savoir que sa créatrice n'était qu'une jeune femme de 23 ans terminant son master en informatique. Je savais que cette façade ne pourrait pas durer éternellement. Un jour, la vérité éclaterait. Mais ce serait à mon moment, selon mes conditions. En attendant, je continuais à jouer mon rôle, sachant que chaque regard dédaigneux, chaque sous-estimation de mes capacités, ne faisait que renforcer ma position. Dans un monde obsédé par l'apparence et la reconnaissance immédiate, mon invisibilité était devenue ma plus grande force. C'était l'anniversaire de mariage de mes parents, 30 ans de vie commune célébrée dans une magnifique salle louée au château de Montchat, entourée d'amis et de familles venues de toute la France. J'étais arrivée tôt ce samedi de juin, aidant à installer les décorations aux couleurs pastel que ma mère avait choisies avec soin. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les tables dressées avec élégance. Les premiers invités commençaient à arriver, et je les accueillais avec un sourire poli, répondant aux inévitables questions sur mes projets d'avenir. Tante Martine, avec son parfum entêtant et ses bijoux clinquants, me prit les mains en demandant « Alors ma petite Sophie, toujours dans les livres ? Tu vas finir par devenir bibliothécaire comme ta grand-mère, non ?» Je hochai simplement la tête, jouant le rôle qu'ils avaient écrit pour moi il y a si longtemps. Mon oncle Paul, avocat respecté au barreau de Lyon, ajouta avec un sourire condescendant « Tu sais, il n'est jamais trop tard pour faire un MBA. Avec ton intelligence, tu pourrais encore faire quelque chose de ta vie. » Je le remerciai pour ce conseil non sollicité, sachant que mon empire valait déjà plus que son cabinet d'avocat ne gagnerait en 10 ans. Les cousins de mon âge parlaient de leur voyage à Bali ou à New York, de leurs nouveaux appartements, de leurs promotions récentes. Je les écoutais attentivement, posant des questions sur leur vie, heureuse de détourner l'attention de la mienne. Dans ces moments, mon anonymat était à la fois un bouclier et une prison. Puis, ma sœur fit son entrée vêtue d'un tailleur Chanel sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés et son maquillage impeccable. Elle n'était pas simplement présente, elle faisait une entrée en scène. Léa avait récemment été nommée directrice marketing d'une célèbre marque de luxe et se délectait visiblement de l'admiration qu'elle suscitait. Les conversations s'interrompirent momentanément à son arrivée, comme si une célébrité venait de franchir le seuil. « Ma chérie », s'exclama ma mère en l'embrassant. « Tu es resplendissante. Comment s'est passé ton voyage à Milan ?» Léa raconta alors en détail sa semaine à la Fashion Week, les célébrités qu'elle avait rencontrées, les contrats qu'elle avait négociés. La foule rassemblée autour d'elle buvait ses paroles. Mon père se tenait à ses côtés, le visage rayonnant de fierté. Je restais en retrait, sirotant mon champagne et me fondant dans le décor, comme j'avais si bien appris à le faire. « Sophie, viens prendre une photo avec ta sœur », appela ma mère. Je m'approchai docilement, adoptant mon sourire de circonstance. Léa passa son bras autour de mes épaules, un geste qui semblait affectueux pour les observateurs mais que je savais être possessif. « Tu aurais pu faire un effort vestimentaire », murmura-t-elle entre ses dents, sans perdre son sourire. « C'est l'anniversaire de mariage de nos parents,
pas une journée à la bibliothèque. Je baissai les yeux sur ma robe bleu marine achetée chez une créatrice indépendante du Marais pour 800 €, simple en apparence mais d'une qualité exceptionnelle. Ce n'était pas ostentatoire, mais c'était précisément ce que je souhaitais. L'apparence de médiocrité était devenue mon camouflage le plus efficace. Au dîner, nous étions assis autour d'une longue table dressée avec élégance. Les plats gastronomiques défilaient: foie gras maison, magret de canard aux cerises, plateau de fromages affinés de notre région, pièces montées traditionnelles. Les conversations alternaient entre souvenirs familiaux et actualités. Mon père raconta pour la énième fois comment il avait rencontré ma mère à la fac de lettres de Lyon, comment il avait su dès le premier regard qu'elle serait la femme de sa vie. Entre le plat principal et le dessert, mon oncle Jean, légèrement éméché par le Bourgogne qui coulait à flots, se leva pour porter un toast. À François et Claire, 30 ans de bonheur. Et à leurs magnifiques filles qui font leur fierté, Léa, la brillante businesswoman qui fait rayonner le nom des Moreau dans le monde entier, et Sophie. Il marqua une pause, cherchant visiblement ses mots. Sophie qui, eh bien, qui nous rappelle qu'il y a plus dans la vie que le succès matériel. Des rires polis parcoururent l'assemblée. Je souris poliment, habitué à ces compliments maladroits qui résonnaient comme des condoléances pour une vie sans éclat. Si seulement il savait. Léa, assise à ma droite, se pencha vers moi et eut un petit sourire narquois. Alors, quoi de neuf, petite souris de bibliothèque? Tu as fini un autre roman inutile? Elle rit fort, s'assurant que tout le monde l'entende. La table éclata en rire poli. Même mes parents échangèrent un regard amusé. Je pris une gorgée de vin, savourant les notes complexes du côte rôti que mon père avait choisi pour l'occasion. J'ai terminé L'art de la guerre de Sun Tzu. Fascinant comment des stratégies vieilles de 2500 ans restent pertinentes aujourd'hui. Léa leva les yeux au ciel. Toujours dans tes bouquins poussiéreux. Pendant ce temps, le monde avance, ma chérie. Le monde avance, en effet, répondis-je doucement. Chacun à son rythme. La conversation dériva rapidement vers les dernières réussites professionnelles de Léa, sa récente apparition dans Madame Figaro, son bureau avec vue sur la Tour Eiffel, ses négociations pour ouvrir une boutique sur les Champs-Élysées. Je l'écoutais parler, observant comment elle manipulait son audience, comment elle dosait parfaitement le mélange de vantardise et d'apparente modestie. Dans un autre contexte, j'aurais admiré ses compétences sociales. Après le dîner, un petit orchestre commença à jouer des standards de jazz français. Les couples se formèrent sur la piste de danse improvisée. Mon père fit tournoyer ma mère comme au premier jour, leur visage illuminé par l'amour qui avait traversé 3 décennies. Je m'éclipsai discrètement sur la terrasse pour respirer l'air frais du soir. Les lumières de Lyon scintillaient au loin, rappelant un ciel étoilé tombé sur terre. Mon téléphone vibra dans mon sac, une notification m'informant qu'un contrat majeur venait d'être signé à Tokyo, ajoutant quelques millions supplémentaires à ma fortune invisible. « Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» La voix de ma mère me fit sursauter. Elle s'approcha, un châle sur les épaules pour se protéger de la fraîcheur du soir. « La fête est à l'intérieur, tu sais. » Je souris. J'avais besoin d'un peu d'air. « C'est une belle soirée, maman. Vous devez être heureux, papa et toi. » Elle hocha la tête, contemplant le paysage urbain avec moi. « Nous sommes fiers de vous deux, tu sais. De manière différente. » Elle posa sa main sur la mienne. Léa est éblouissante. Comme une étoile filante. Mais toi, Sophie. Elle chercha ses mots. Tu es comme une rivière tranquille. Profonde. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe sous la surface. Je sentis ma gorge se serrer. Pour la première fois, je me demandais si ma mère n'avait pas perçu quelque chose que les autres ignoraient. Avait-elle remarqué les heures irrégulières où j'envoyais des emails, les conversations téléphoniques en anglais que j'interrompais quand quelqu'un entrait dans ma chambre, les articles de presse financière que je lisais? J'espère juste que tu es heureuse, ma chérie, ajouta-t-elle. Que tu trouves ta voie, à ta façon. Je la trouve, maman, répondis-je doucement. Ne t'inquiète pas pour moi. Elle m'embrassa sur le front, comme lorsque j'étais enfant. Là, allez, viens danser. C'est une soirée spéciale. Je la suivis à l'intérieur,
où l'ambiance était maintenant plus détendue après quelques verres de vin et de champagne. Mon père m'invita à danser, me faisant tournoyer maladroitement sur La vie en rose. Je me laissai aller, profitant de ce moment de légèreté, sachant que bientôt, tout changerait. Léa avait attiré un petit groupe d'admirateurs. Je l'observais de loin, remarquant comment elle riait au bon moment, touchait légèrement le bras de son interlocuteur pour créer un sentiment d'intimité, hochait la tête comme si chaque mot prononcé était profondément significatif. C'était une performance impeccable. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Léa me coinça près du buffet des desserts. « Tu sais, dit-elle, sa voix légèrement affectée par le champagne, parfois je me demande si tu te rends compte à quel point ta vie est insignifiante. » Je pris délibérément un macaron et le dégustai lentement avant de répondre. Comment définir une vie significative, Léa? Avoir un impact, bien sûr. Être reconnu. Accomplir quelque chose que les gens admirent. Elle balaya la salle du regard. Être quelqu'un dont on se souvient. Je hochai la tête, pensant aux milliers d'emplois créés par mes entreprises, aux innovations technologiques que j'avais financées, aux hôpitaux qui fonctionnaient plus efficacement grâce à mes systèmes. Tu as peut-être raison, dis-je doucement. Elle eut un petit rire condescendant, prenant mon apparente soumission pour de la défaite. Ne t'inquiète pas, petite sœur. On ne peut pas tous être des étoiles. Elle me tapota l'épaule comme on console un enfant. Tu viendras me voir à Paris un jour. Je te montrerai comment vivent les gens qui réussissent vraiment. J'adorerais, répondis-je avec un sourire sincère. En réalité, je possédais déjà un appartement à 2 rues de son bureau, un penthouse avec vue sur la Seine que j'avais acheté sous un nom différent. Parfois, je prenais mon café sur la terrasse, imaginant qu'elle passait en bas sans jamais lever les yeux. La soirée se termina tard. J'aidai mes parents à rassembler les cadeaux et à remercier les derniers invités. Ma mère insista pour que Léa et moi restions dormir chez eux, comme au bon vieux temps. Dans la chambre que nous avions partagée enfants, les posters de stars de cinéma de Léa côtoyaient encore mes étagères de livres. Nous étions allongés dans l'obscurité, chacune dans son lit, séparées par un mètre d'espace et un monde de différence. « Et tu penses que tu seras heureuse un jour ?» demanda soudainement Léa dans le noir, sa voix dépourvue de sa confiance habituelle. La question me surprit. « Je suis heureuse, Léa. » « Vraiment ? Sans carrière ambitieuse, sans relation sérieuse, sans, je ne sais pas, quelque chose de grand dans ta vie. » Je souris dans l'obscurité. La grandeur prend différentes formes. Et le bonheur aussi. Elle soupira, comme si ma réponse confirmait que je n'avais rien compris à la vie. « Tu es étrange, Sophie. Tu l'as toujours été. » « Merci, répondis-je, prenant ces paroles comme un compliment. Le silence retomba entre nous. Je l'entendis bientôt respirer profondément, emporté par le sommeil et l'alcool. Je restai éveillé, fixant le plafond, imaginant le lendemain. Car en effet, demain serait un autre jour. Un jour où tout changerait. Le lendemain matin, la France se réveilla avec un choc. Les titres s'étalaient sur tous les grands médias économiques, empire technologique anonyme d'une valeur de 17 milliards d'euros enfin dévoilé, le cerveau est une femme de 24 ans. Mon nom était là, imprimé en caractères gras, aux côtés des photos des entreprises que j'avais bâties de toutes pièces. J'avais préparé cette révélation pendant des mois, travaillant avec une agence de relations publiques sous couvert d'anonymat. Ensemble, nous avions orchestré le dévoilement de mon identité d'une manière qui maximiserait l'impact tout en protégeant ma vie privée. Le timing était parfait la veille de l'anniversaire de mariage de mes parents, alors que Léa était à son apogée professionnel. Le contraste ne pouvait être plus saisissant. Je me réveillai à l'aube dans mon ancien lit, Léa dormant encore profondément dans le sien. Mon téléphone, mis en silencieux pour l'occasion, débordait de notifications, appels manqués, emails, messages, alertes d'actualité. Je l'éteignis complètement. Le monde pouvait attendre encore quelques heures. Je descendis à la cuisine où régnait un silence paisible. Mes parents dormaient encore, épuisés par la fête de la veille. Je préparais du café, savourant ces derniers moments de normalité avant que la tempête ne les emporte. Par la fenêtre, je pouvais voir le jardin où j'avais passé tant d'heures à lire, à rêver, à planifier. C'était là,
à l'ombre du vieux cerisier, que j'avais élaboré le business plan de ma première entreprise. Vers 8 heures, j'entendis les pas de mon père dans l'escalier. François Moreau, boulanger depuis 30 ans, se levait toujours tôt, même le dimanche. Il entra dans la cuisine en bâillant, ses cheveux grisonnants ébouriffés, vêtu de son peignoir élimé qu'il refusait de remplacer malgré les insistances de ma mère. « Bonjour ma puce, dit-il, surpris de me trouver déjà levée. Et tu es matinale. Bonjour papa. Bien dormi ? Il hocha la tête, se versant une tasse de café. Comme une souche. Ta mère va dormir encore un peu. C'était une belle soirée, non ? Magnifique, confirmai-je, le cœur serré en pensant à ce qui allait suivre. Mon père s'installa à table avec son café et ouvrit son iPad pour parcourir les actualités, comme chaque matin. Je restai silencieuse, attendant l'inévitable. Son rituel immuable café, actualité, puis petit déjeuner allait être brisé de la plus spectaculaire des façons. Je comptai mentalement. 3, 2, 1. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa main se figea au-dessus de l'écran. Il cligna plusieurs fois des paupières, comme si cela pouvait changer ce qu'il voyait. Puis, lentement, il leva les yeux vers moi. Sophie. Sa voix était à peine audible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pris une profonde inspiration. C'est moi, papa. C'est mon entreprise. Il regarda à nouveau l'écran, puis moi, puis l'écran. Mais, comment ? Je ne comprends pas. À ce moment, ma mère entra dans la cuisine, encore endormie. Bonjour vous deux. Qu'est-ce qui se passe ? Mon père, incapable de parler, lui tendit simplement l'iPad. Ma mère ajusta ses lunettes de lecture et parcourut l'article. Son visage passa de la confusion à l'incrédulité. Sophie, murmura-t-elle. J'acquiesçai. Je vous dois des explications. Des bruits de pas dans l'escalier annoncèrent l'arrivée de Léa. Elle apparut dans l'encadrement de la porte, son téléphone à la main, le visage livide. « C'est quoi ce bordel ?» lança-t-elle sans préambule. « Est-ce que c'est une blague ? Tout le monde m'envoie des messages à propos de toi. » Je restai calme, préparée à cette confrontation depuis des années. « Ce n'est pas une blague, Léa. » Attendez, intervint mon père, retrouvant enfin sa voix. Cet article dit que tu as créé une entreprise technologique ? Qui vaut des milliards ? 3 entreprises, en fait, précisai-je. Fusionnées sous une holding il y a 4 ans. Un silence stupéfait s'abattit sur la cuisine. Par la fenêtre, j'aperçus une camionnette de France 3 qui se garait devant notre maison. Ça commençait. On devrait s'asseoir, suggérai-je doucement. J'ai beaucoup à vous raconter. Nous nous installâmes au salon, cette pièce qui avait été le théâtre de tant de Noël, d'anniversaires, de moments familiaux ordinaires. Maintenant, elle accueillait la révélation qui transformerait notre dynamique familiale pour toujours. Je commençai par le début, leur expliquant comment tout avait commencé avec ma passion pour la technologie et l'entrepreneuriat. Je leur parlais des nuits blanches à coder pendant que tout le monde me croyait endormi, des premiers investissements en crypto-monnaie réalisés avec l'argent de mes petits jobs d'été, des identités fictives que j'avais créées pour gérer mes entreprises. Mais pourquoi nous avoir caché tout ça ? Demanda ma mère, ses yeux embués de larmes que je ne savais pas interpréter. Fierté ? Déception ? Confusion ? Au début, c'était par peur d'échouer, expliquai-je honnêtement. Je ne voulais pas vous décevoir si ça ne marchait pas. Puis, quand le succès est venu, c'est devenu une habitude, je suppose. Et une protection. L'anonymat me permettait de faire des erreurs, d'apprendre, de grandir sans la pression du regard des autres. Mon père secouait la tête, incrédule. Mais Sophie, nous t'aurions soutenue. Nous aurions été si fiers. Je posai ma main sur la sienne. Je sais, papa. Mais j'avais besoin de savoir que je pouvais le faire seule. Léa, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, se leva brusquement. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement débarquer et prétendre être, quoi ? Une sorte de génie milliardaire secrète ? C'est ridicule. Ce n'est pas une prétention, Léa, répondis-je calmement. C'est la réalité.
Tu peux vérifier. Tout est là, en ligne maintenant. Pourquoi maintenant, demanda ma mère. Pourquoi révéler tout ça aujourd'hui? Je pris une profonde inspiration. Parce que nos entreprises vont fusionner avec un géant américain. L'anonymat n'était plus possible. Et aussi, je regardais chacun d'entre eux. Parce que j'en avais assez de mentir aux personnes que j'aime. À l'extérieur, d'autres véhicules de presse arrivaient. Des journalistes commençaient à se rassembler devant notre porte. Mon téléphone, que j'avais rallumé, vibrait sans cesse. « Et combien ?» demanda soudain mon père, sa voix tremblante. « Combien vaut tout ça ?» L'article dit 17 milliards, murmura Léa, comme si prononcer ce chiffre à voix haute le rendrait plus réel. C'est une estimation conservatrice, confirmai-je. La fusion devrait porter ce chiffre à près de 25 milliards. Mon père s'effondra dans son fauteuil, le souffle coupé. Ma mère porta sa main à sa bouche, étouffant un cri. Léa me fixait avec un mélange d'incrédulité, était-ce du respect? Tout ce temps, dit-elle lentement, pendant que je me vantais de mes promotions et de mes petits succès, tu construisais un empire? J'acquiesçai simplement. Pourquoi n'as-tu rien dit, insista-t-elle. Quand je me moquais de toi, quand je te traitais de raté. Ce n'était pas important, répondis-je. Ce qui comptait, c'était le travail, pas la reconnaissance. Il y eut un moment de silence, puis ma mère se leva et vint me serrer dans ses bras, fort, comme si elle craignait que je ne disparaisse. Ma petite fille, murmura-t-elle. Ma petite fille extraordinaire. Mon père nous rejoignit, ses bras encerclant nous deux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Léa resta à l'écart, visiblement en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Puis de nouveau. Des coups suivirent. Ce sont les journalistes, expliquai-je. Ils vont être nombreux aujourd'hui. J'ai réservé des chambres pour nous tous à l'Hôtel Dieu, si vous voulez échapper à tout ça. Tu as pensé à tout, constata mon père avec un nouveau regard, celui d'un homme qui découvre soudain que sa fille n'est pas celle qu'il croyait connaître. J'essaie, souris-je. Nous préparâmes rapidement quelques affaires. Tandis que mes parents montaient à l'étage, Léa me retint par le bras. Pourquoi hier, demanda-t-elle. Pourquoi avoir attendu exactement ce moment? C'était calculé, n'est-ce pas? Pour me voler la vedette? Je soutins son regard. Ce n'était pas contre toi, Léa. C'était pour moi. J'avais besoin de choisir le moment. Et oui, peut-être voulais-je aussi montrer que la réussite ne ressemble pas toujours à ce que les gens imaginent. Elle hocha lentement la tête. Toutes ces années, j'ai cru que je te protégeais. Que j'étais la sœur forte. Tu l'étais, affirmai-je. Tu m'as montré ce que signifiait d'avoir confiance en soi. J'ai juste trouvé ma propre façon de l'exprimer. Une expression indéchiffrable traversa son visage. Je ne sais pas si je dois te détester ou t'admirer. Tu peux faire les deux, suggérai-je avec un petit sourire. C'est ça, une relation entre sœurs, non? Un premier sourire sincère apparut sur ses lèvres. Tu es vraiment incroyable, Sophie. Complètement folle, mais incroyable. Mon téléphone sonna, mon assistante personnelle, la seule personne qui connaissait ma véritable identité depuis le début. Mademoiselle Moreau, les journalistes sont partout. Le Financial Times, Le Monde, Bloomberg, CNN. Ils veulent tous une interview. Et la voiture que vous avez demandée est en route, elle sera là dans 10 minutes par l'arrière de la maison. Merci, Émilie. Prépare la conférence de presse pour demain comme prévu. Je raccrochai pour trouver ma famille me regardant avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Qui es-tu vraiment? Murmura Léa. Je souris, sentant pour la première fois depuis des années un poids se lever de mes épaules. Je suis Sophie Moreau. Fille de François et Claire. Sœur de Léa. Et également fondatrice et PDG de Novatech Solutions. Mes parents redescendirent avec leur sac. Mon père avait l'air plus droit, plus grand soudainement, comme si ma réussite l'avait lui-même grandi. Ma mère semblait osciller entre fierté et inquiétude. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, répondis-je,
nous allons affronter tout ça ensemble. Si vous voulez bien. Mon père me serra l'épaule. Bien sûr que nous le voulons. Nous sommes une famille. Une voiture aux vitres teintées s'arrêta discrètement derrière la maison. Mon nouveau chauffeur, Marc, m'envoya un message pour m'informer de son arrivée. C'est notre sortie, annonçai-je. Prêt à entrer dans un nouveau chapitre ? Nous sortîmes par la porte arrière, évitant la nuée de journalistes à l'avant. Alors que nous montions dans la voiture, je jetai un dernier regard à cette maison où j'avais vécu tant d'années dans l'ombre. Aujourd'hui, je marchais enfin dans la lumière. Alors que la voiture s'éloignait, mon téléphone vibra avec une notification. Un article du Figaro venait d'être publié, titrant Sophie Moreau, la femme qui a révolutionné la tech française dans l'ombre. Une photo de moi accompagnait l'article, une photo prise la veille, à la fête de mes parents, où j'apparaissais en arrière-plan, presque invisible à côté de Léa rayonnante. L'ironie me fit sourire. Pendant toutes ces années, j'avais été cachée en pleine vue. Maintenant, le monde entier me regardait. Et pour la première fois, je me sentais prête à être vue. Plus tard cet après-midi-là, nous étions installés dans une suite du Grand Hôtel Dieu, ce bâtiment historique transformé en hôtel de luxe qui surplombe le Rhône. Par les grandes fenêtres, nous pouvions voir les journalistes qui se massaient déjà dans la rue, informés par un mystérieux appel anonyme que la famille Moreau s'y trouvait. Un silence inconfortable régnait dans la pièce. Mes parents étaient assis côte à côte sur un canapé en velours bleu, se tenant la main comme pour se soutenir mutuellement face à cette réalité nouvelle et déstabilisante. Léa faisait les 100 pas, son téléphone à la main, vérifiant frénétiquement les nouvelles publications à notre sujet. Quant à moi, j'étais assise dans un fauteuil face à eux, attendant les questions qui ne manqueraient pas de venir. Ce fut mon père qui rompit finalement le silence. Il poussa un profond soupir, retira ses lunettes et les essuya méticuleusement avec le coin de sa chemise, ce geste familier qu'il faisait toujours lorsqu'il cherchait ses mots. « Sophie, commença-t-il d'une voix douce mais ferme, j'ai besoin de comprendre. Pas juste les faits, pas juste l'entreprise, mais, pourquoi ? Pourquoi tout ce secret ? Pourquoi ne pas nous avoir fait confiance ? » Sa question me transperça le cœur. Ce n'était pas de la colère que je lisais dans ses yeux, mais une douleur sincère, celle d'un père qui réalise qu'il ne connaissait pas vraiment sa fille. « Ce n'était pas une question de confiance, papa, répondis-je doucement. Au début, c'était juste une expérience. Un projet personnel. Je ne savais pas où ça me mènerait. Et puis, quand le succès est arrivé si vite, j'ai eu peur. Peur de quoi ? Intervint ma mère, perplexe. De notre réaction ? Pensions-tu que nous ne serions pas fiers ? Je secouai la tête. Non, c'était plus compliqué. J'avais peur que tout change. Notre dynamique familiale, la façon dont vous me voyez, dont le monde me verrait. J'aimais être invisible. C'était ma force, en quelque sorte. Léa émit un rire sans joie. L'invisible ? Toi ? La femme qui vient de faire la une de tous les journaux économiques du monde ? C'est différent maintenant, admis-je. C'est mon choix de me révéler, au moment où je me sens prête. Avant, je n'étais pas sûre de pouvoir gérer cette attention. Mon père se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Sophie, tu as 24 ans. Tu as bâti tout ça toute seule, sans notre aide, sans notre soutien. Comment est-ce possible ? D'où vient cet instinct ? Je souris légèrement. De toi, en partie, papa. Tu te souviens de ces dimanches où tu m'emmenais à la boulangerie ? Tu me montrais comment calculer les coûts, gérer les stocks, fidéliser les clients. Ce n'était pas qu'une boulangerie pour toi, c'était une entreprise que tu dirigeais avec passion et précision. Ses yeux s'illuminèrent à se souvenir. Mais c'est une simple boulangerie de quartier, pas un empire technologique de plusieurs milliards. Les principes sont les mêmes, expliquai-je. Comprendre les besoins, créer quelque chose de valeur, bâtir une réputation. Tu m'as appris ça sans même le savoir. Ma mère essuya une larme. Et moi ? T'ai-je appris quelque chose, Sophie ? Je me tournai vers elle, émue par sa vulnérabilité. Maman, tu m'as appris la persévérance. Te voir corriger des copies jusqu'à minuit, préparer tes cours avec tant de minutie, ne jamais abandonner face aux élèves difficiles.
C'est grâce à toi que j'ai tenu bon quand tout semblait impossible. Elle hocha la tête, visiblement touchée. Un silence s'installa, moins tendu cette fois, comme si un premier pont venait d'être jeté par-dessus le gouffre d'incompréhension qui nous séparait. Léa, qui s'était approchée de la fenêtre, se retourna brusquement. Mais concrètement, Sophie, comment as-tu fait? Tu étais étudiante. D'où venait l'argent pour démarrer? Comment as-tu trouvé le temps? Comment as-tu appris tout ça? C'était le moment de tout expliquer, de les faire entrer dans ce monde que j'avais créé et habité seul pendant si longtemps. Je me levai et ouvris mon ordinateur portable, projetant l'écran sur le téléviseur de la suite. Voici comment tout a commencé, dis-je en ouvrant un dossier rempli de business plans datant de mes années de lycée. J'économisais tous mes allocations, l'argent des petits boulots d'été. À 17 ans, j'avais réuni 3000 €. C'était suffisant pour créer mon premier site web et embaucher un développeur freelance en Europe de l'Est. Pendant plus d'1 heure, je leur montrais tous les premiers prototypes, les contrats signés sous pseudonyme, les stratégies marketing élaborées depuis ma chambre d'étudiante, les algorithmes que j'avais conçus entre 2 cours à la Sorbonne. Je leur racontais les nuits blanches, les échecs cuisants, les moments de doute intense où j'avais failli tout abandonner. « Tu te souviens de ces week-ends où je disais travailler sur mes dissertations ?» demandai-je à ma mère. En réalité, je négociais avec des investisseurs de Silicon Valley. Et ces stages, pendant les vacances? J'étais en fait à Londres ou à Berlin, pour rencontrer des partenaires potentiels. Mon père secouait la tête, incrédule. Comment as-tu pu cacher tout ça? Comment as-tu pu mener cette double vie sans craquer? Je haussai les épaules. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments. Ma voix se brisa légèrement. Des moments où j'aurais voulu tout vous dire. Comme quand Numéri Santé a signé avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ou quand j'ai été invitée à parler à une conférence à Zurich, mais que j'ai dû envoyer quelqu'un d'autre à ma place pour préserver mon anonymat. Pourquoi maintenant? Demanda Léa, qui avait écouté avec une attention inhabituelle. Pourquoi révéler ton identité à ce moment précis? Je inspirai profondément. 2 raisons. D'abord, la fusion avec Tech Global aux États-Unis. Elle ne pouvait se faire sans que je révèle qui j'étais réellement. Ensuite, je marquai une pause, cherchant mes mots. Ensuite, j'étais fatiguée de vivre dans l'ombre, avouai-je. Fatiguée de prétendre être moins que ce que je suis. Fatiguée de voir l'étincelle de déception dans vos yeux quand vous pensiez que je n'accomplissais rien d'important. Un silence lourd suivit cet aveu. Ma mère se leva et vint s'asseoir à côté de moi, prenant mes mains dans les siennes. « Nous n'avons jamais été déçus par toi, Sophie, murmura-t-elle. Peut-être inquiets, parfois. Peut-être que nous ne comprenions pas tes choix. Mais jamais, jamais déçus. C'est vrai, confirma mon père. Nous voulions juste que tu sois heureuse. » Je serrai les mains de ma mère, émue par leur amour inconditionnel. Je sais. Maintenant, je le sais. Léa, qui était restée en retrait, s'approcha lentement. Son expression était indéchiffrable, un mélange de stupeur, d'admiration et peut-être d'autre chose, de la jalousie? Du regret? Je te demande pardon, dit-elle finalement, sa voix habituellement assurée maintenant hésitante. Pour toutes les fois où je t'ai rabaissée. Où je t'ai fait sentir, insignifiante. Ces mots, venant de Léa, ma sœur fière et compétitive qui ne s'excusait jamais, me touchèrent plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Il n'y a rien à pardonner, répondis-je. Nous étions ce que nous étions. Des sœurs. Imparfaites. Cherchant notre place. Mais je n'ai pas été juste, insista-t-elle. J'étais tellement obsédée par mon image, par ma réussite visible, que je n'ai jamais pris le temps de vraiment te connaître. De voir ce que tu construisais en silence. Nos regards se croisèrent peut-être pour la première fois avec une réelle reconnaissance mutuelle, sans les filtres de nos rôles préétablis. C'est aussi ma faute, admis-je. J'aurais pu partager. J'aurais pu te faire confiance. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je réfléchis un instant. Peut-être que j'avais besoin de prouver quelque chose. Pas seulement au monde, mais à moi-même. Que je pouvais réussir à ma façon. Dans l'ombre,
sans applaudissements, sans reconnaissance immédiate. Un silence contemplatif s'installa. Par la fenêtre, le soleil commençait à décliner, baignant la pièce d'une lumière dorée qui semblait symbolique la fin d'une ère, le début d'une autre. Mon téléphone sonna, brisant ce moment d'intimité. C'était Émilie, mon assistante. Sophie, je suis désolée de vous déranger, mais le conseil d'administration est en ligne. La presse américaine a eu vent de la fusion et Tech Global veut faire une déclaration commune dès ce soir. Ils ont besoin de votre approbation pour le communiquer. Dites-leur que je les rappelle dans 15 minutes, répondis-je avant de raccrocher. Je me tournai vers ma famille. Je dois m'occuper de ça. C'est important. Mon père hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. Bien sûr. Vas-y. Je me dirigeai vers la chambre adjacente pour passer cet appel, mais avant de sortir, je me retournai. Vous savez, toutes ces années, même si vous ne le saviez pas, c'est votre soutien qui m'a porté. La confiance que vous m'avez donnée, même sans connaître mes véritables projets. Merci pour ça. Ma mère sourit à travers ses larmes. Nous serons toujours là pour toi, Sophie. Quoi que tu fasses, ou que tu ailles. Léa, dans un geste qui me surprit, s'avança et me serra brièvement dans ses bras. Va diriger ton empire, petite sœur. Nous parlerons plus tard. Je fermai la porte derrière moi, le cœur étrangement léger. La confrontation que j'avais redoutée pendant des années s'était transformée en quelque chose d'inattendu, un nouveau départ, une chance de reconstruire des relations sur des bases plus authentiques. Tandis que je composais le numéro pour rejoindre la conférence téléphonique, je réalisais que la véritable libération n'était pas dans la révélation publique de mon identité, mais dans ce moment d'honnêteté avec les personnes qui comptaient vraiment. Pour la première fois, je n'étais plus divisée entre deux mondes. J'étais simplement Sophie Moreau, fille, sœur, et oui, PDG d'un empire technologique de plusieurs milliards d'euros. Le soir tombait sur Lyon, et avec lui, une nouvelle ère commençait. Pour ma famille. Pour moi. Pour nous tous. Les jours qui suivirent ressemblèrent à un tourbillon surréaliste. Des camionnettes de presse campaient devant l'hôtel, puis devant la maison familiale quand nous y sommes retournés, 3 jours plus tard. Les demandes d'interview affluaient du monde entier, BFM TV, France 2, CNN, BBC, Bloomberg, Le Monde, The New York Times. Mon téléphone ne cessait de vibrer avec des notifications de médias sociaux où mon nom était devenu viral. Sophie Moreau, la femme qui a construit un empire dans l'ombre. L'étudiante discrète qui valait 17 milliards. La révolution silencieuse, comment une Française de 24 ans a changé la face de la tech. Je refusai la plupart des demandes, acceptant seulement un entretien exclusif avec Le Monde et un autre avec le Financial Times, accompagné de mon équipe de relations publiques récemment constituée. Même dans ces interviews soigneusement orchestrées, je gardais une certaine réserve, parlant plus de mes entreprises que de ma vie personnelle. Notre maison de Lyon devint une forteresse assiégée. Nous installâmes des stores opaques aux fenêtres et engageâmes un service de sécurité temporaire. Ma mère, habituellement si sociable, devint réticente à sortir, intimidée par les regards et les questions des voisins et collègues. Mon père, lui, oscillait entre un embarras timide et une fierté paternelle débordante, qu'il ne pouvait s'empêcher d'exprimer au moindre prétexte. Vous savez, Sophie a développé son premier site web à 15 ans, l'entendis-je dire à un journaliste venu l'interroger à la boulangerie. Elle a toujours été spéciale, ma fille. Léa était retournée à Paris après 3 jours, prétextant des obligations professionnelles urgentes. Avant de partir, elle m'avait serré dans ses bras maladroitement, me promettant de m'appeler bientôt. Dans ses yeux, je pouvais lire un mélange complexe d'émotions, admiration, confusion, et peut-être une pointe d'inquiétude pour sa propre place dans cette nouvelle dynamique familiale. Une semaine après la révélation, nous étions tous les 3 dans le salon familial. Les volets mi-clos filtraient la lumière du matin, créant une atmosphère feutrée. J'étais occupée à répondre à des emails sur mon ordinateur portable quand mon père posa le journal qu'il lisait. « Sophie, dit-il doucement, ta mère et moi avons discuté. » Je levai les yeux, attentive. Ma mère, assise près de lui, hocha la tête en signe d'encouragement. « Nous sommes immensément fiers de toi, continua-t-il. Ce que tu as accompli est extraordinaire.
Mais nous sommes aussi inquiets. L'inquiet, répétai-je, surprise. À propos de quoi? De toi, intervint ma mère. De ton bien-être. De ce que toute cette attention va changer dans ta vie. Tu as vécu si longtemps dans l'ombre. Es-tu prête pour la lumière? Sa question me toucha plus que je ne l'aurais imaginé. Au milieu du tumulte médiatique, des réunions de crise avec mes équipes, des négociations avec Tech Global et des contacts constants avec mes avocats, je n'avais pas pris le temps de considérer l'impact personnel de cette exposition soudaine. Je ne sais pas, admis-je avec une honnêteté qui me surprit moi-même. Je croyais l'être. J'avais tout planifié, la révélation, la fusion, la stratégie de communication. Mais je n'avais pas anticipé comment je me sentirais. Et comment te sens-tu? Demanda doucement mon père. Je réfléchis un instant. Vulnérable. Exposé. Comme si j'avais perdu un bouclier que j'avais porté toute ma vie. Ma mère s'approcha et prit ma main. Et tu n'as plus besoin de te cacher maintenant, ma chérie. Tu peux être exactement qui tu es. C'est ça le problème, murmurai-je. Je ne suis plus sûre de savoir qui je suis sans ce secret. Un silence pensif s'installa. Pour la première fois depuis des années, je me sentais véritablement perdue. L'identité que j'avais construite si méticuleusement, l'étudiante discrète, la lectrice invisible, la fille ordinaire avec un secret extraordinaire, n'existait plus. Qui étais-je maintenant? Tu es notre fille, dit simplement mon père, comme s'il lisait dans mes pensées. Et tu es la même personne qu'avant, intelligente, déterminée, visionnaire. La seule différence, c'est que maintenant, le monde peut voir ce que nous avons toujours su, que tu es exceptionnel. Ces mots simples mais profonds me réconfortèrent. Pendant que nous discutions, mon téléphone vibra avec une notification, Léa m'appelait en FaceTime. Je fus surprise, elle préférait habituellement les messages textes. Je dois prendre cet appel, dis-je à mes parents. C'est Léa. Ils acquiescèrent, comprenant l'importance de ce contact. Je me retirai dans ma chambre et décrochai. Le visage de ma sœur apparut à l'écran, ses traits habituellement parfaits légèrement tirés par la fatigue. « Salut, dit-elle simplement. « Salut, répondis-je. Comment ça va à Paris ?» Elle haussa les épaules. « Étrange. Tout le monde me pose des questions sur toi. Même mon patron a demandé si je pouvais organiser une rencontre. » Je grimaçai. « Désolée pour ça. » Ne le sois pas, répliqua-t-elle avec un petit sourire inattendu. C'est rafraîchissant, d'une certaine manière. Pour une fois, je suis la sœur de Sophie Moreau et non l'inverse. Son honnêteté me désarma. Comment tu gères ça? Mieux que je ne l'aurais pensé, admit-elle. Au début, c'était un choc. Mon ego en a pris un coup, je ne vais pas te mentir. Mais ensuite... Elle fit une pause, cherchant ses mots. Ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc? Que toute ma vie, j'ai couru après la validation externe. Les promotions, les félicitations, les apparitions dans les magazines. Je définissais ma valeur par ce que les autres voyaient en moi. Elle secoua la tête, comme étonnée par sa propre prise de conscience. Mais toi, tu as bâti quelque chose d'incroyable sans que personne ne le sache. Tu n'avais pas besoin des applaudissements pour savoir que ce que tu faisais était important. Sa perspicacité me toucha. Je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. Eh bien, j'y ai pensé, moi, dit-elle avec un petit rire. Beaucoup, ces derniers jours. Son expression devint plus sérieuse. Sophie, je voulais te demander quelque chose. Bien sûr. Est-ce que tu accepterais de me parler de ton travail? De m'expliquer vraiment ce que tu fais, comment tu as construit tout ça? Sa demande, si simple et pourtant si significative, me prit au dépourvu. Pendant toutes ces années, j'avais imaginé Léa indifférente à mes passions, trop occupée par ses propres succès pour s'intéresser aux miens. J'adorerais, répondis-je sincèrement. Quand veux-tu commencer? Maintenant, suggéra-t-elle avec une impatience qui me rappela la petite fille qu'elle avait été, toujours pressée, toujours enthousiaste pour les nouvelles aventures. Je souris et commençai à lui expliquer les bases de mes entreprises, les défis technologiques que nous avions surmontés, les marchés que nous avions créés.
À ma grande surprise, elle posait des questions pertinentes, faisant des connexions avec son propre domaine, le marketing de luxe. Notre conversation, prévue pour quelques minutes, s'étendit sur plus de 2 heures. Et tu sais, dit-elle finalement, je crois que nos compétences sont complémentaires. Toi, la visionnaire technologique, et moi, l'experte en création d'images et en relations publiques. Tu proposes une collaboration, demandai-je, intriguée. Pourquoi pas? Son visage s'anima. Je pourrais t'aider avec l'aspect branding de ta fusion. Je connais ce monde, les attentes, comment naviguer dans ces cercles sociaux. Pour la première fois de notre vie adulte, nous discutions non pas comme des rivales, mais comme des partenaires potentiels, chacune reconnaissant la valeur unique de l'autre. C'était un changement subtil mais profond. Après notre appel, je redescendis au salon, où mes parents regardaient un reportage sur moi à la télévision. L'étrangeté de la situation me frappa, voir mon visage sur l'écran familial, entendre des commentateurs analyser ma stratégie de discrétion et mon génie entrepreneurial. Ils n'arrêtent pas de parler de toi, dit ma mère en éteignant la télévision à mon arrivée. C'est bizarre, n'est-ce pas? J'acquiesçai, m'asseyant entre eux sur le canapé. Léa vient d'appeler. Elle propose de m'aider avec la stratégie de communication pour la fusion. Mes parents échangèrent un regard surpris. C'est inattendu, commenta mon père. Et une bonne idée, je pense. Vous avez toujours été plus fortes ensemble. Nous n'avons jamais vraiment été ensemble, fis-je remarquer. Pas comme ça, en tout cas. Les choses changent, dit simplement ma mère. Les gens aussi. Dans les semaines qui suivirent, ce changement devint de plus en plus évident. Léa revint à Lyon pour un week-end, apportant avec elle une énergie nouvelle et des idées pour gérer ma soudaine célébrité. Nous passâmes des heures dans ma chambre, comme lorsque nous étions adolescentes, mais cette fois à discuter de stratégie d'entreprise plutôt que de garçons ou de mode. Tu devrais faire une apparition au Forum économique de Davos l'année prochaine, suggéra-t-elle. Et accepter cette invitation pour le Paris Tech Summit. C'est là que tu rencontreras les bonnes personnes. Je l'écoutais avec attention, appréciant sa connaissance du monde social des affaires, un domaine où je m'étais toujours sentie maladroite. Mes parents, quant à eux, s'adaptaient progressivement à leur nouvelle réalité. Mon père, après une période d'hésitation, commença à parler ouvertement de mes accomplissements aux clients de sa boulangerie. Ma mère reprit son travail au lycée, affrontant avec dignité les regards curieux et les questions de ses collègues et élèves. « Tu sais ce qu'une de mes élèves m'a dit aujourd'hui ?» me raconta-t-elle un soir. « Que grâce à toi, elle a compris que les filles pouvaient réussir dans la technologie. Que c'était son rêve aussi. » Cette anecdote me toucha profondément. L'idée que mon parcours puisse inspirer d'autres jeunes femmes donnait un sens nouveau à ma révélation publique. 3 mois après le jour J, comme nous l'appelions dans la famille, la poussière commençait à retomber. Les journalistes s'étaient lassés de camper devant notre porte. La fusion avec Tech Global progressait selon le calendrier prévu. Ma vie trouvait un nouvel équilibre. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans le jardin, nous avions organisé un dîner familial, mes parents, Léa et moi. La table était dressée avec soin, ma mère avait préparé mon plat préféré, une blanquette de veau à l'ancienne, et mon père avait débouché une bouteille de côte rôtie qu'il gardait pour une occasion spéciale. « Je propose un toast, dit-il en levant son verre. À Sophie, dont le courage et la vision nous ont tous inspirés. À Léa, qui nous montre qu'on peut toujours évoluer et s'adapter. Et à notre famille, qui a traversé cette tempête plus forte qu'avant. » Nous trinquâmes, nos verres s'entrechoquant dans la douce lumière des bougies. Léa me regarda avec un sourire sincère, dépourvu de la compétitivité qui avait marqué nos interactions passées. Mes parents, assis côte à côte, semblaient plus détendus qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. « Vous savez, dit ma mère, j'ai réalisé quelque chose récemment. Nous avons toujours pensé que notre rôle était de vous protéger, de vous guider. Mais en réalité, vous nous avez appris autant que nous vous avons enseigné. Peut-être plus. » « Qu'est-ce que je vous ai appris ?» demanda Léa, curieuse. « L'audace, répondit mon père sans hésiter. La confiance en soi. » « Et Sophie ?» demandai-je, intriguée par cette réflexion. Mes parents échangèrent un regard complice. «
La profondeur, dit ma mère. La patience. Et que les apparences sont souvent trompeuses. Nous sourîmes tous, reconnaissant la justesse de ces observations. Notre famille avait changé, irrévocablement. Les rôles préétablis, les attentes, les dynamiques de pouvoir subtiles, tout avait été bouleversé. Et pourtant, au milieu de ce chaos, nous avions trouvé quelque chose de précieux, une authenticité nouvelle, une acceptation mutuelle qui transcendait nos différences. Après le dîner, Léa et moi nous retrouvâmes sur la terrasse, contemplant le ciel étoilé au-dessus de Lyon. Un silence confortable s'était installé entre nous, un luxe que nous n'avions jamais connu auparavant. « Et tu sais, dit-elle finalement, je t'ai envié toute ma vie. » Je la regardai, stupéfaite. « Moi ? Mais c'est moi qui t'enviais. Tu étais tellement parfaite. » Elle rit doucement. « Parfaite ? J'étais terrifiée en permanence. Terrifiée de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de perdre cette image que j'avais construite. Alors que toi ? » Elle fit un geste vague vers moi. « Tu étais libre. Authentique. Tu suivais ton propre chemin sans te soucier du regard des autres. » Je me cachais, corrigeai-je. Ce n'est pas exactement de la liberté. Peut-être, concéda-t-elle. Mais tu étais fidèle à toi-même, même dans l'ombre. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent dire. Ces paroles résonnèrent en moi, m'offrant une perspective nouvelle sur mon propre parcours. Peut-être avais-je été plus libre que je ne le pensais, à ma façon. Léa sortit son téléphone. « Regarde ça, dit-elle en me montrant un article du magazine Elle. Ils veulent faire un portrait de nous deux. Les sœurs Moreau, deux visages du succès féminin. Qu'en penses-tu ? » Je souris, touchée par cette idée de nous présenter comme une unité plutôt que comme des opposés. J'aime beaucoup. À condition qu'on puisse contrôler le récit. Évidemment, dit-elle avec un clin d'œil complice. Entre nous deux, ils n'ont aucune chance d'imposer leur angle. Nous rîmes ensemble, savourant cette nouvelle complicité. Derrière nous, par la fenêtre du salon, je pouvais voir nos parents qui discutaient tranquillement, leurs mains entrelacées. La scène était paisible, presque ordinaire, une famille comme tant d'autres, partageant une soirée ensemble. Et pourtant, tout avait changé. Nous avions changé. Individuellement et collectivement, nous émergions transformés par cette expérience, prêts à écrire un nouveau chapitre. Non plus dans l'ombre, mais ensemble, dans la lumière. Aujourd'hui, quand j'entre dans les salles de conseil d'administration remplies d'hommes et de femmes puissants à Paris, New York ou Singapour, je le fais avec une confiance tranquille. Ils voient en moi une femme qui a bâti un empire dans l'ombre, une stratège qui a compris que la vraie force n'a pas besoin de déclarations tonitruantes, elle n'a besoin que d'un objectif. 1 an s'est écoulé depuis ma révélation au monde. Une année de transformation profonde, tant professionnelle que personnelle. La fusion avec Tech Global a été finalisée au printemps, créant l'une des plus grandes entreprises technologiques transatlantiques, valorisée à plus de 40 milliards d'euros. Je suis devenue, à 25 ans, la plus jeune PDG d'une multinationale de cette envergure, et la première femme française à diriger un groupe technologique de cette importance. Ce matin, je prends mon café sur la terrasse de mon nouvel appartement parisien, dans le 7e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel. L'ironie ne m'échappe pas, j'ai finalement accepté cette visibilité que j'avais fui pendant si longtemps. Mon visage est apparu en couverture de Forbes, du Time, et même de Paris Match. Je suis invitée à des conférences internationales, consultée par des ministres, courtisée par les plus grandes universités pour venir partager mon expérience avec leurs étudiants. Pourtant, au milieu de ce tourbillon, j'ai préservé une part d'intimité. Je refuse la plupart des interviews portant sur ma vie personnelle. Je limite mes apparitions publiques. Je continue à lire chaque soir, trouvant dans les livres le même réconfort qu'autrefois. Certaines habitudes de l'ombre persistent, même dans la lumière. Mon téléphone vibre sur la table en fer forgé. C'est Léa, m'envoyant une photo de la une du Figaro Économie, où nous apparaissons toutes les deux, côte à côte lors de l'inauguration de notre fondation. Les sœurs qui révolutionnent la tech et la philanthropie, titre l'article. Je souris, encore étonnée par l'évolution de notre relation.
Léa a quitté son poste dans le luxe il y a 6 mois pour rejoindre notre fondation Future Brillante, dédiée à l'éducation technologique des jeunes filles issues de milieux défavorisés. Une reconversion qui a surpris notre entourage, mais qui lui correspond parfaitement. Elle y apporte son énergie, son réseau, sa compréhension fine des dynamiques sociales. Ensemble, nous avons déjà ouvert 3 centres de formation à Lyon, Marseille et dans la banlieue parisienne, avec des plans d'expansion en Afrique francophone l'année prochaine. Notre collaboration professionnelle approfondit notre lien personnel. Ces déjeuners dominicaux chez nos parents, autrefois minés de tensions subtiles et de compétitions silencieuses, sont devenus des moments de partage authentiques. Nous rions des anecdotes de nos enfances, échangeons des idées sur l'avenir de la fondation, nous taquinons avec l'affection de sœurs qui ont dépassé leur rivalité d'adolescentes. Mon père a pris sa retraite de la boulangerie, la vendant à son apprenti de longue date. Avec ma mère, ils voyagent maintenant à travers l'Europe, visitant ces villes dont ils avaient toujours rêvé, Florence, Prague, Édimbourg. Je leur ai offert ces voyages, bien sûr, mais ils insistent pour payer une partie eux-mêmes, gardant cette fierté et cette indépendance qui les caractérisent. Ma mère m'appelle chaque semaine, me racontant leurs découvertes avec un enthousiasme juvénile qui me réchauffe le cœur. Tu vas être en retard pour ta réunion avec le ministre, me rappelle Émilie, mon assistante de toujours, la seule qui connaissait mon identité dès le début. Devenue directrice de mon cabinet, elle reste mon ancre, celle qui me connaît sous toutes mes facettes. Je termine mon café, rassemble mes documents et me prépare pour cette journée qui s'annonce chargée. En sortant, je salue Marc, mon chauffeur, qui m'attend avec la voiture. Il me tend le journal du jour, une habitude matinale. Les marchés asiatiques ont bien réagi à votre annonce d'hier, commente-t-il. J'acquiesce, parcourant rapidement les titres. Notre nouvelle initiative en intelligence artificielle éthique a effectivement été bien accueillie. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, développer des algorithmes qui respectent la vie privée et les droits humains, à contre-courant de la tendance dominante dans l'industrie. En route vers le ministère, je regarde Paris défiler par la fenêtre teintée. Cette ville que j'observais autrefois depuis les marges, jouant le rôle de l'étudiante ordinaire, m'appartient désormais d'une certaine façon. Ou peut-être est-ce moi qui lui appartient maintenant, lié à son histoire entrepreneuriale, à son écosystème d'innovation. Le téléphone intégré à la voiture sonne. C'est Pierre, mon directeur de l'innovation, m'appelant depuis notre laboratoire de recherche à Saclay. Sophie, nous avons une percée sur le projet Hermès. L'algorithme montre des résultats exceptionnels dans les tests préliminaires. L'excellente nouvelle, je réponds, réellement enthousiaste. Ce projet représente une nouvelle génération de cryptographie quantique, potentiellement révolutionnaire pour la sécurité des données. L'équipe voudrait te faire une démonstration demain, si ton agenda le permet. Absolument. Propose des horaires à Émilie. Après avoir raccroché, je consulte mes emails sur ma tablette. Une invitation à donner un discours à Polytechnique, une proposition de partenariat d'une ING environnementale, une demande d'interview du New York Times. La diversité de ces sollicitations reflète la portée de mon influence actuelle. Nous arrivons au ministère de l'Économie et des Finances, cet imposant bâtiment de Bercy au bord de la Seine. Je suis accueillie avec déférence par une assistante qui me conduit directement au bureau du ministre. Ces corridors de pouvoir, qui m'auraient intimidée autrefois, me semblent maintenant familiers. J'y ai ma place, non pas parce que je suis devenue une célébrité de la tech, mais parce que j'ai quelque chose de substantiel à apporter à la conversation nationale sur l'innovation et la compétitivité. La réunion avec le ministre se déroule sans accroc. Nous discutons de l'initiative gouvernementale pour renforcer l'écosystème technologique français face aux géants américains et chinois. Je propose plusieurs mesures concrètes pour soutenir les startups, simplifier les démarches administratives et investir dans la formation. Ce que vous avez accompli est remarquable, me dit le ministre en conclusion. Vous êtes la preuve que la France peut produire des champions technologiques mondiaux. Je le remercie poliment, tout en sachant que ma réussite a été construite largement en marge des institutions traditionnelles, dans ces espaces invisibles que j'avais créés pour moi-même. En quittant Bercy, je reçois un message de Léa. Déjeuner chez Marcel ? J'ai des nouvelles excitantes.
Marcel est ce petit bistrot près du jardin du Luxembourg que nous avons découvert ensemble, devenu notre refuge pour les conversations importantes, loin des oreilles indiscrètes et des regards curieux. Quand j'arrive, Léa est déjà installée à notre table habituelle, près de la fenêtre. Son élégance naturelle attire toujours les regards, mais je remarque quelque chose de différent aujourd'hui, une sérénité, une assurance qui vient de l'intérieur plutôt que de son image extérieure soigneusement cultivée. Alors, ces nouvelles excitantes, je demande après avoir commandé nos plats. Elle sourit, ses yeux brillants d'enthousiasme. La Fondation a été sélectionnée pour le Programme européen d'innovation sociale. C'est un financement de 3 millions d'euros sur 5 ans, et surtout, une reconnaissance officielle de notre approche. C'est merveilleux, Léa. Je lève mon verre d'eau pour trinquer. Je savais que ton projet de mentorat serait remarqué. Notre projet, corrige-t-elle. Je n'aurais jamais pu le développer sans ton soutien. Cette générosité, cette inclusion, est l'un des changements les plus profonds chez ma sœur. La femme qui cherchait autrefois à accaparer toute la lumière a appris à la partager, à reconnaître les contributions des autres. J'ai aussi une nouvelle personnelle, ajoute-t-elle, hésitante. Je t'écoute. Thomas m'a demandé en mariage hier soir. Thomas est ce chercheur en neurosciences qu'elle a rencontré lors d'une conférence sur l'éthique de l'intelligence artificielle que j'avais organisée. Un homme brillant, gentil, et remarquablement dépourvu des ambitions sociales qui caractérisaient les précédentes relations de Léa. Et tu as dit oui, j'espère, je demande, même si son expression radieuse répond déjà à ma question. Elle hoche la tête, me montrant une simple bague en or blanc ornée d'un petit saphir. Ce n'est pas ostentatoire comme mes goûts habituels, mais c'était la bague de sa grand-mère. Ça signifie tellement plus. Je serre sa main, sincèrement heureuse pour elle. Il est parfait pour toi. Vous l'êtes l'un pour l'autre. C'est étrange, réfléchit-elle, il y a 2 ans, je n'aurais jamais regardé 2 fois un homme comme lui. J'étais tellement focalisée sur l'apparence, le statut. Maintenant, je vois ce qui compte vraiment. Tu as évolué. Nous avons tous évolué. Notre déjeuner se prolonge, nos conversations passant des projets professionnels aux confidences personnelles. Léa me parle de ses projets de mariage simple au printemps prochain, peut-être dans le jardin de nos parents à Lyon. Je lui raconte mes doutes concernant l'expansion internationale de l'entreprise, mes préoccupations éthiques face à certaines utilisations potentielles de nos technologies. En quittant le restaurant, nous marchons côte à côte dans le jardin du Luxembourg, profitant des derniers rayons du soleil automnal. Des enfants jouent autour du bassin, poussant leurs petits voiliers. Des étudiants lisent sur les chaises métalliques. Des couples âgés se promènent main dans la main. Cette scène parisienne intemporelle me rappelle pourquoi, malgré toutes les opportunités internationales, j'ai choisi de maintenir le siège de mon entreprise en France. À quoi penses-tu ? Demande Léa, remarquant mon silence pensif. À l'avenir, réponds-je. À l'impact que je veux avoir. Au-delà des profits, des fusions, des produits. Et quel est-il, cet impact ? Je réfléchis un instant. Je veux créer des technologies qui servent véritablement l'humanité. Qui augmentent notre potentiel sans diminuer notre autonomie. Qui connectent sans surveiller. Qui innovent sans exploiter. Léa hoche la tête, comprenant la profondeur de mon ambition. C'est pour ça que j'ai été si fière de rejoindre la Fondation. Parce que derrière la réussite financière, il y a cette vision, cette éthique. Nous nous arrêtons près d'une statue, contemplant le parc qui s'étend devant nous. Je pense à mon parcours de la petite fille timide de Lyon à la femme d'affaires influente que je suis devenue, au chemin sinueux entre les deux. Et tu sais, dit soudain Léa, je ne te l'ai jamais vraiment dit, mais, merci. Pour m'avoir donné une seconde chance. Pour m'avoir permis de faire partie de cette aventure, malgré toutes ces années où je t'ai sous-estimé. Et nous sommes sœurs, réponds-je simplement. L'imparfaite, compliquée, mais liée pour toujours. Elle sourit, émue. La petite souris de bibliothèque est la reine du bal. Qui aurait cru qu'on finirait par travailler ensemble ? Moi, dis-je avec un clin d'œil. J'ai toujours eu une vision à long terme, tu te souviens ? Nous rions ensemble, complices dans ce moment de légèreté qui contraste avec la gravité de nos responsabilités professionnelles. En fin d'après-midi,
je retourne au siège de l'entreprise pour quelques réunions. Notre tour de verre et d'acier s'élève dans le quartier de la Défense, symbole de cette visibilité que j'ai finalement acceptée. Dans le hall imposant, une citation que j'ai choisie est gravée au mur: « La vraie puissance œuvre souvent dans le silence ». Je continue à lire chaque soir. Les livres restent mes compagnons et mes professeurs. Mais désormais, j'écris aussi ma propre histoire, littéralement et métaphoriquement. J'ai commencé à rédiger mes mémoires, non pas par vanité, mais comme témoignage pour ces jeunes filles qui, comme moi autrefois, se sentent invisibles, sous-estimées, réduites à des stéréotypes limitants. La fondation que nous avons créée avec Léa aide ces jeunes femmes du monde entier, celles qui, comme moi, semblent trop discrètes ou trop différentes pour correspondre au modèle traditionnel de réussite. Nous leur offrons des formations, des bourses, du mentorat, mais surtout, nous leur montrons qu'il existe de multiples chemins vers l'accomplissement, que leur voix mérite d'être entendue, même si elle choisit parfois de murmurer plutôt que de crier. Quant à mes parents, ils restent mon ancrage dans la réalité. Lors des réunions familiales, ils me présentent toujours avec cette combinaison unique de fierté et d'incrédulité. Voici notre fille, Sophie, dit mon père, un sourire illuminant son visage marqué par les années. Qui aurait cru qu'elle cachait tant de choses derrière ses livres ? Le rire qui suit est chaleureux, bienveillant, rempli d'affection. Je souris, sachant que la petite fille silencieuse avec un livre à la main avait toujours été destinée à la grandeur. Non pas malgré sa discrétion, mais grâce à elle. Cette nuit, comme tant d'autres, je m'endormirai avec un livre à portée de main et des idées plein la tête. Demain apportera de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles pages à écrire dans cette histoire qui continue de se dérouler, désormais à la vue de tous. La lumière et l'ombre ne sont plus des territoires séparés dans ma vie, elles sont des facettes complémentaires de qui je suis. Une femme qui a appris que la vraie force réside non pas dans la visibilité ou l'invisibilité, mais dans l'authenticité. Une femme qui sait que parfois, les révolutions les plus profondes commencent dans le silence d'une bibliothèque, dans le secret d'un rêve non partagé, dans la détermination tranquille de celle qui choisit de tracer son propre chemin. Et si cette histoire a une morale, c'est peut-être celle-ci: ne sous-estimez jamais la personne silencieuse dans la pièce. Car pendant que le monde regarde ailleurs, elle pourrait bien être en train de le réinventer.